Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bientôt les élections au Bénin. La compétition électorale n'est pas un exercice facile, encore moins pour la femme. Le Bénin compte plus de 50% de femmes, mais elles sont très peu représentées dans les instances de prise de décision. Nous allons aborder dans cette émission la question du renforcement du leadership politique féminin pour les élections communales, municipales et locales. Et pour débattre du sujet, je reçois sur ce plateau Madame Antoinette Dadjo. Elle est la vice-présidente de RIF Fonga Bénin et Orden Aladati, secrétaire générale de Alternative Citoyenne. Chers invités, bonsoir. Bonsoir, madame. Je vous installe avec ceci. Promouvoir la femme dans les instances de prise de décision est une exigence de la démocratie représentative dont le Bénin se veut le laboratoire en Afrique. À l'Assemblée nationale. Promouvoir la femme dans les instances de prise de décision est une condition essentielle pour le développement de notre pays. Tout comme l'homme, la femme a son rôle à jouer dans la nation. Les élections de 2015 offrent une bonne occasion pour un bon positionnement des femmes sur les listes de candidature. Un homme, une femme, un homme sur les listes de candidature, c'est le défi à relever par la démocratie béninoise afin de garantir le développement durable du Bénin. La promotion de la femme dans les instances de prise de décision, c'est notre affaire à nous tous. Voilà, le décor vient d'être planté, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à prendre connaissance avec le mot de la semaine. Aujourd'hui, on parle du genre quand on veut évaluer les deux sexes, la présence des deux sexes, c'est-à-dire le féminin et le masculin. Donc aujourd'hui, dans un groupe, on souhaite vivement qu'il y ait la présence des deux sexes. Quand nous disons les femmes doivent se positionner, doivent s'inscrire, doivent être présentes dans les instances de décision, ce n'est pas donné. Il faut déjà que dans ta localité, pour les petites questions liées au développement, que la population te voit présente. Présente en train de lutter pour que les infrastructures, les priorités des populations soient prises en compte. Parce que la femme, elle est en amont et en aval. Si elle n'est pas là au moment où l'on discute des projets, comment elle peut insister pour que cette maternité dont a besoin les femmes de sa localité soit inscrite au lieu d'une école qui déjà n'est pas inexistante dans sa localité? Depuis la première mandature, nous avons suivi beaucoup de formations organisées par IFONGA sur le financement des partenaires. On nous a formés sur beaucoup de stratégies. Les stratégies, j'ai parlé tout à l'heure de la femme présente à la base. Les femmes, comment elles doivent s'organiser, comment elles doivent faire les lobbying pour se faire connaître, pour se faire imposer. Parce qu'on ne vous choisit pas au hasard. Comment le président de ton parti doit dire, il faut que Madame Koukoui, elle soit là. Parce qu'elle assiste à toutes les réunions, elle participe à tout ce qui est organisé au niveau desquels on doit entendre la femme parler. Les femmes élues conseillères, par exemple, même au niveau du village, comment on doit les voir poser des questions, comment on doit les voir déjà qu'elles sont au courant, elles comprennent ce pourquoi elles sont là. On doit les entendre et elles doivent savoir comment cibler ce que la base leur demande de faire, c'est-à-dire tout ce qu'elles doivent dire là-bas pour que leurs sœurs qui ont toujours peur, leurs sœurs qui n'ont pas le courage de lever la tête, comment elles doivent être présentes, parce qu'on nous dit partout que les partenaires ont besoin des femmes. Les partenaires ont besoin de voir les femmes dans les groupes pour que ces groupes-là soient crédibles.
Madame Antoinette Dadjo, je vais commencer par vous. Vous êtes une femme leader. Dites-nous comment faire une femme pour braver les pesanteurs et devenir une femme leader. Merci, madame la journaliste. On ne devient pas brutalement une femme leader. Il faut une éducation au leadership, une formation au leadership. Et cela ne s'enseigne pas dans une école particulière. Je dis que tous les aspects du leadership ne s'apprennent pas à l'université. Je dis tout. Il y a des aspects qui s'apprennent dans les écoles, il y a des aspects qu'on ne peut aborder que dans les universités, mais c'est surtout sur le terrain et au quotidien, à partir de l'environnement premier qui est l'environnement familial. C'est depuis ce moment d'enfance que la personnalité de leader peut commencer par être forgée à travers l'éducation familiale. Par exemple, au Bénin, nous savons que dans la plupart des cultures, la tradition nous dit que c'est l'homme seul qui est le chef, aussi bien dedans que dehors. Donc, avec ça, la femme ne se sent pas obligée, ne voit même pas l'utilité de devenir leader avec ça. Mais les choses ont évolué. Et même dans l'ancien temps, il y a eu des femmes leaders qui ont bravé la culture, qui ont bravé la tradition, tout en respectant la tradition, tout en respectant la culture. Des exemples de femmes leaders. C'était Justine Bianzin. On me l'a raconté, je l'ai rencontrée. Elle me disait un jour qu'il fut un moment, après 60 là, il y avait eu une marche de protestation et la population de Cotonou protestait contre un président de la République dont le nom était déjà inscrit sur l'hôpital, qui est l'hôpital qu'on appelait 350 Lila. Le nom de ce président était déjà inscrit là-dessus. Et comme c'est contre ce président que la marche avait été organisée, quand la troupe s'approchait de cet hôpital de Cotonou-là, elle a pris le devant et c'est elle qui est montée sur le mur pour arracher la plaque et jeter et piétiner. Je ne dis pas que c'est un acte de leader, mais ça veut dire que les hommes qui étaient dans le groupe n'ont pas osé. Ça veut dire qu'elle a osé, ça veut dire qu'elle avait confiance en ce qui se faisait. Elle n'était pas gênée de prendre le devant des affaires. Donc des femmes leaders comme ça, il y en a un peu partout. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'il y en ait beaucoup plus. Monsieur Ogden Aladati, vous n'êtes pas une femme, mais est-ce que vous avez une idée des défis à relever par une femme pour devenir leader? Oui, naturellement. D'abord, un leader, qu'il soit homme ou femme, c'est presque les mêmes attitudes et les mêmes aptitudes qu'il faut avoir. Je dis aptitude et je dis attitude. Aptitude par rapport à la connaissance, oui. Parce qu'un leader doit être cultivé. Un leader doit connaître un certain nombre de concepts. Parce que le leader, c'est celui qui, quand même, a la main sur un groupe pour orienter, conduire le groupe vers un objectif déterminé. Alors, si on le dit de cette façon, il faut que celui qui veut conduire les hommes vers un objectif développe un certain nombre de savoirs et qu'il soit cultivé et développe un certain nombre d'attitudes, d'attitudes en termes d'exemple, par exemple. Se voient. Donc, de ce point de vue, c'est les mêmes exigences qu'il faut que l'on soit homme ou femme. Mais simplement, il se fait que nous sommes dans la société africaine et il y a un certain nombre de facteurs socio-culturels et autres, donc elle vient de le dire, liés à notre parcours, liés à notre éducation, qui ont fait que la femme n'a pas su prendre en main son destin. La femme s'est toujours vue reléguée au second plan. Ça finit par entamer un peu aussi le mental de la femme sur le temps. Mais aujourd'hui, voilà. Il y a des femmes béninoises quand même qui se battent pour devenir leader. Il y en a qui se battent pour devenir leader, mais celles qui se battent ne visent pas nécessairement le leadership. Il y a certaines qui se battent pour leur accomplissement matériel. Ce n'est pas nécessairement du leadership. Il y a certaines qui se battent pour se faire voir, pour intégrer donc le cours des choses. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'objectifs précis
qui vise donc le grand groupe et donc des personnes qui sont capables d'avoir une mainmise sur des groupes qui travaillent pour conduire donc le groupe vers des objectifs précis. Si nous prenons le cas du Bénin, c'est des objectifs de développement, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Et je viens de la société civile et nous avons, avec la coopération suisse, lancé ce qu'on a appelé le consortium pour la participation des femmes aux instances de décision. Il y a très longtemps qu'on a lancé ça. Et moi, je devais coordonner la zone de Cotonou. Et on a mis à notre disposition donc, des jeunes pour aller faire le travail de sensibilisation. J'en ai envoyé au marché d'Antokpa et vers certaines personnalités ciblées. Mais je ne veux pas les citer. Je ne veux pas les citer ici. Mais une dame qui est responsable, hein, elle est directrice. Elle est directrice. Et on lui a dit non, c'est voilà, tel consortium, et puis on connaît voilà, ses aptitudes, on l'a vu, on connaît son parcours, et on souhaite qu'elle se présente aux prochaines élections législatives. Et elle a répondu en fond, je m'aimais bien. Donc ça veut dire, vous voulez montrer donc à mes responsables de parti que le petit poste qu'on m'a confié ici, ça ne me plaît pas, et maintenant c'est la députation qui me plaît. Cela veut dire qu'elle n'a pas d'ambition. Elle n'a pas d'ambition très forte. Elle ne veut pas se battre. Elle se contente du peu et pour elle, c'est une finalité. On l'a mis dans un petit poste de responsabilité et ça lui suffit. Donc voilà, quelqu'un qui n'a pas d'ambition, donc ne peut pas conduire les groupes. Et il y a une autre dame qui a été ministre, mais qui nous a dit, ah bon, maintenant si j'échouais. Et si j'échouais dans le quartier, les gens vont commencer par doiter mes enfants pour dire oui, elle, voilà. Voilà, donc elle n'ose pas et c'est elle-même. Mais avant ça, elle ne s'engage pas. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez le code électoral du Bénin, parce que vous avez dit le leadership politique. Vous prenez le code électoral pour être député, pour être conseiller au Bénin aujourd'hui, il faut être dans un parti politique. Et malheureusement, les femmes ne s'engagent pas dans les partis. Dites-nous alors quels sont les éléments indispensables au positionnement des femmes lors des élections. Mais on ne peut pas positionner les femmes si elles ne militent pas, malheureusement. On ne va pas aller cueillir les femmes au marché. Et comment les amener alors à se positionner? C'est ce que Mme Dadjo disait, ça passe par leur éducation, ça passe par leur parcours. Les femmes, depuis l'école, doivent s'engager. Au-delà des mathématiques, de l'histoire géo, la femme, depuis l'école, doit commencer par s'insérer et par s'intégrer à la vie. Quand on le fera comme ça, la femme, sans hésitation, va intégrer les partis politiques, va avoir tout un parcours. Avant de poursuivre cet entretien, je vais vous inviter à suivre un reportage sur les femmes dans les instances de gestion communale. Les femmes au Bénin sont de plus en plus absentes dans les instances de prise de décision. Le constat est que sur le terrain, une seule femme est élue maire sur les 77 communes que compte le Bénin, alors que les dernières statistiques de l'INSAE indiquent qu'elle représente plus de 50% de la population béninoise. La situation de la femme dans notre pays aux instances de prise de décision n'est pas très réluisante. On peut dire qu'elle est très faible. Les femmes sont très peu représentées dans les instances de prise de décision à tous les niveaux au Bénin, que ce soit au poste électif ou au poste nominatif. Les députés, elles étaient 7, maintenant elles sont 6 députés sur les 83. Ce qui nous intéresse le plus, ces postes-là sont encore des postes, disons, les hautes fonctions de l'État. Mais l'expérience a montré que là où les femmes peuvent influencer réellement les décisions qui se prennent et qui concernent leur vie, c'est au niveau local et au niveau communal. Or, les conseillères communales aujourd'hui, suivant notre dernier recensement, sont de 58 sur 1327 conseillers au Bénin. Je dirais le Bénin n'atteint même pas la moitié de la moyenne africaine. La moyenne est autour de 20% pour l'Afrique. Et ce qui est intéressant, c'est la même moyenne pour le monde entier. Quand on sait que sur des listes qui vont aux élections, on ne met jamais la femme en tête. C'est toujours 4e, si elle a chance 3e, 5e, ça c'est très très difficile. Vous savez, on fait plus de 52%. Mais si les hommes, dans vos maisons, c'est nous qui sommes là. Les enfants, c'est nous qui travaillons pour les enfants. Si vous ne nous faites pas confiance, mais moi je me suis toujours posé la question de savoir, mais à qui
ces hommes-là vont faire confiance. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez prendre toutes les statistiques de tous les pays. Ce sont les pays où les femmes participent égalitairement avec les hommes à toutes les actions de la société. Ce sont les pays les plus avancés. C'est très simple. 50% des femmes, c'est 50% de notre intelligence, de l'intelligence de notre pays. Si vous mettez cette 50% d'intelligence de côté, vous perdez 50% d'opportunités et 50% de possibilités d'avancer. Donc, il faut mettre les capacités des femmes au service de notre pays. Au regard de ce constat, le positionnement de la jeune féminine dans les instances de prise de décision est un pari à gagner, un défi que les femmes doivent relever absolument. Madame Antoinette Dadjo, quel rôle joue votre conjoint dans ce que vous faites aujourd'hui? Donc c'est sur le chemin du militantisme, on s'est connu. Ce n'est pas le militantisme galvaudé aujourd'hui. On s'est choisi parce qu'on voulait d'abord le bien-être de notre localité. C'est par là qu'on a commencé. Comment concilier la vie de femme leader et les responsabilités conjugales? Le profil que je donne à une femme leader, c'est celle qui s'organise, qui sait s'organiser pour garantir le bien-être aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, qui concilie son travail de militant de dehors avec ses responsabilités de dedans. C'est avec tous les soins apportés aux enfants, tous les soins apportés au mari. La vraie leader, celle qu'il faut, c'est celle qui ne néglige rien de ses devoirs, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Monsieur Roden Aladati, vous venez de suivre ce reportage. Dites-nous, entre parité et équité, quelle est votre préférence? Non, en fait, c'est des mots, hein. Je suis d'accord, hein. Je suis partisan de la cause, je n'ai pas changé. Il faut la promotion de la femme. Mais vous avez parlé de leadership féminin, et c'est de ça que j'ai parlé, au fait. Faire des leaders femmes. Maintenant, par rapport aux questions de positionnement, je suis d'accord, mais je ne suis ni pour la parité, plutôt que pour l'équité. On ne va pas décréter, imposer ces choses. Commençons par l'équité, mais travaillons pour que le traitement soit équitable, parce que l'équité, c'est dans tous les deux sens. Si nous travaillons, bientôt, il pourrait y avoir plus de femmes aux instants de décision que d'hommes. On parlerait toujours quand même d'équité. Quel est le rôle de l'homme dans la gestion de la carrière de la femme? Mais vous avez dit couple. Mais un couple se complète et les gens se soutiennent. Ce n'est pas souvent le cas. Mais ce n'est pas souvent le cas. Donc il y a du travail en direction des hommes, du travail d'éducation en direction des hommes. Vous avez parlé des pesanteurs sociopolitiques. Nous avons été tous éduqués de la même façon. Donc moi qui suis ici, j'ai mes tares. Donc c'est petit à petit, par l'éducation, par la sensibilisation, mais c'est une question de temps et tout le monde le sait. Est-ce que vous avez des astuces pour surmonter les attitudes hostiles des hommes en politique envers les femmes politiquement engagées? Les femmes politiquement engagées, moi j'ai choisi sur mon chemin, je savais depuis l'enfance que je devais faire la politique. Et j'ai choisi parmi les militants de la cause publique. Il était parmi les rédacteurs du Gon et du Palingan, je crois que vous devez en savoir quelque chose. Donc, pour pallier à cette difficulté, il faut savoir choisir son collaborateur, son partenaire, que vous ayez à peu près la même vision ou des visions concordantes. Ça fait un. Mais un mari, ça s'éduque, et une épouse, ça s'éduque aussi. Un époux, ça s'éduque avec la patience, avec la capacité du leader, avec le profil du leader, savoir écouter, savoir suivre, savoir pardonner, savoir communiquer, savoir collaborer. Elle a eu de la chance, parce que là, elle a un partenaire, son époux, qui est donc dans son cercle fermé, et puis ça va. Parce que c'est souvent des questions de confiance qui se posent après. Quand la femme doit partir, venir tard et tout ça, et qu'on ne maîtrise pas, on suspecte aussi les hommes politiques d'être un peu des dons juants et autres. Vous voyez, donc voilà, souvent c'est des questions de jalousie qui sont à la base de quelques attitudes au niveau de maris qui disent non, tu ne feras pas ceci. Mais dès lors que ce problème-là est réglé et que la confiance est installée, je trouve que ça se passe bien. Chers invités, nous sommes donc presque au thème de cette émission, mais je vais vous inviter d'abord à suivre un second reportage sur les bonnes pratiques en matière de promotion de la femme expérimentées dans certaines communes du Bénin.
Le renforcement des capacités des femmes à plus de participation dans les actions de développement reste la préoccupation majeure des instances œuvrant pour l'épanouissement des femmes. Pour y arriver, la junte féminine devrait se baser sur l'expérience des femmes qui ont marqué chaque génération et fait face aux obstacles éventuels. Les femmes spontanément ne vont pas en politique. Mais pourquoi ne vont-elles pas en politique? D'abord, il y a l'éducation, donc nous travaillons dessus. Mais il y a aussi ce que nous avons appelé la violence du milieu politique. En matière d'élection, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes. On se cogne. Que ce soit les hommes et les femmes, c'est la bagarre, la vraie bagarre. Et il faut être courageux. Parce qu'on est même menacé de mort. Je parle de mon cas. On va la tuer. Si elle va battre campagne, on va tirer sur elle. Les gens ont tout dit. Et souvent, pour être élu maire, ce n'est souvent pas aisé. Puisque ce que les hommes font, j'ai eu la chance toujours d'avoir la majorité, mais au finish, on divise encore cette majorité. Le projet de renforcement du leadership féminin est un grand succès. Nous avons fait depuis 2 ans beaucoup d'activités et formations. Nous avons invité ces femmes à se montrer volontaires, à confirmer leur volonté, leur aspiration. Il y avait alors une sélection de 10 femmes par commune partenaire. Cette liste a été validée par les leaders et les élus locaux. Dans ce processus visant à amener les femmes à plus de participation aux actions de développement de leur localité, les partenaires sociaux jouent un rôle primordial. Nous pouvons compter sur les partenaires qui connaissent bien le terrain. Et il y avait une première présélection de 80 personnes par commune qui ont été identifiées par les leaders locaux, les leaders d'opinion dans la commune. La première partie de cette approche, c'est le renforcement des capacités, les formations sur ces thèmes importants. Et le deuxième, c'est de commencer à mettre en réseau les femmes et de les soutenir pour donner un cadre de pairs et de s'entraider peut-être aussi, de s'informer aussi, d'être visible aussi au niveau communal. Aujourd'hui, les femmes sont engagées, elles veulent être candidates, elles sont des candidates même, et elles bousculent les hommes et elles menacent même de ne pas aller s'inscrire sur les listes où les hommes ne sont pas prêts à faire leur promotion sur les listes de candidature. Et dans toutes les communes, il y a les réseaux communaux de femmes leaders. Et après ces réseaux communaux de femmes leaders, aujourd'hui, nous avons les réseaux communaux et les réseaux d'arrondissement des femmes leaders qui soutiennent les réseaux communaux des femmes leaders. Si bien que les élus ont compris que les femmes sont organisées, elles ont un creuset de dialogue et elles sont renforcées et ils commencent par faire attention et disent bon, d'accord, maintenant nous allons voir qui nous allons choisir parmi ces femmes pour être sur nos listes. Les meilleurs outils de lutte, ce sont les formations. Donc, comme nous voulons des femmes politiciens, mettez le nom des femmes, il suffit qu'elles soient femmes. Non, l'objectif de développement ne sera pas atteint. C'est dans ce sens que nous passons le maximum de notre temps à renforcer les femmes en matière de leadership politique. Pour permettre aux femmes de prendre conscience de l'importance de leur participation aux actions de développement, il faudra mettre l'accent sur l'éducation à la base, surtout donner les mêmes opportunités aux filles et aux garçons. Monsieur Orden Aladati, avez-vous des recommandations pour un meilleur positionnement des femmes lors des élections à venir? Une recommandation fondamentale, que les femmes s'engagent, que les femmes cultivent leur parcours, aillent changer la vie au sein des partis politiques pour inverser cette tendance. C'est la seule solution. Madame Antoinette Dadjor. Il y a maintenant beaucoup de femmes engagées, décidées à participer aux élections et n'attendre que le bon positionnement. Pas un positionnement à la queue, pas un positionnement où on sait bien que celle-là ne va pas réussir.
Les hommes politiques se plaignaient qu'ils ne trouvaient pas de femmes engagées et ils ne trouvaient pas de femmes volontaires. Mais aujourd'hui, nous en avons formé suffisamment. Mesdames, Messieurs, voilà, chers invités, merci à vous d'avoir été des nôtres. Ce sera tout pour cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.